Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Auditeurs d'Ifriqiya FM, vous écoutez Santé Mag Afrique, votre émission santé, 26 minutes questions et réponses, et c'est sur votre radio panafricaine Ifriqiya FM avec notre médecin infectiologue Elias Hamouk. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur, donc aujourd'hui nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral, également souvent encore appelé attaque, et qui survient lorsque la circulation sanguine vers ou dont le cerveau est interrompu par un vaisseau sanguin bouché, AVC ischémique le plus fréquent, ou par un vaisseau sanguin rompu, AVC hémorragique. Donc dans moins de 15% des cas, on parle de l'AVC et qui n'en connaît pas. Mais avant d'aller vers le détail du détail avec notre médecin infectiologue, avant toute autre chose, docteur, l'AVC en Afrique. À l'AVC en Afrique, malheureusement, on n'a pas de données. Pourquoi ? Parce que pour faire le diagnostic d'un AVC, il faut faire un scanner. Et malheureusement, dans beaucoup de zones africaines, le scanner n'est pas disponible ou il est très très cher. Donc, on n'a pas de données fiables sur l'AVC. Ce qui est sûr, c'est que avec la malnutrition, mais pas dans le sens famine, dans le sens malbouffe. En Afrique, la mauvaise alimentation, tout ce qui est fast-food, alimentation très grasse, très salée, ça devient de plus en plus fréquent. Donc, les complications qui suivent, notamment l'hypertension, l'obésité, le diabète, etc., ça va favoriser ce genre de maladie. Parce que avant, on parlait d'AVC ou d'infarctus du myocarde, surtout dans les pays riches, les pays développés, qui se nourrissent un peu trop. Là, en Afrique, avec l'installation des fast-foods, de la malbouffe, on en voit de plus en plus de ce genre de maladies. Et pas des maladies infectieuses, mais c'est des maladies non infectieuses. Mais des données... c'est-à-dire des données précises, on n'en a pas malheureusement en Afrique, mais c'est ce qui est sûr, c'est qu'avec l'hypertension, l'augmentation du taux d'hypertension artérielle, de diabète, etc., on a de plus en plus de cas d'AVC en Afrique. Je rappelle juste que selon les pays, on peut nommer ça AVC, donc accident vasculaire cérébral, ou ACV, donc accident cérébrovasculaire, notamment au Canada, qui appelle ça comme ça. Populairement, on va dire attaque cérébrale ou infarctus cérébral. Donc c'est l'équivalent de l'attaque cardiaque, donc de l'infarctus du cœur, d'une crise cardiaque, mais au niveau du cerveau, parce que une région du cerveau, elle n'est pas bien irriguée, donc elle n'est pas bien vascularisée, soit par un bouchon au niveau de l'artère, c'est ce qu'on appelle un AVC ischémique, c'est-à-dire l'artère qui est bouchée, le sang n'arrive pas au cerveau, soit une rupture, c'est-à-dire une déchirure d'un vaisseau, donc d'une artère dans le cerveau, et cette partie, elle est inondée par le sang, c'est ce qu'on appelle un AVC hémorragique. Le déclencheur, docteur, qu'est-ce qui provoque un AVC? Alors ça, c'est pas du tout évident, hein, parce que c'est différent d'une personne à une autre. Et généralement, il n'y a pas quelque chose de commun comme ça qui peut provoquer un AVC chez tout le monde? Franchement, non, parce que dans 80% des cas, l'AVC est ischémique, donc c'est une artère qui est complètement bouché. Dans le cas hémorragique, j'ai dit qu'il y a une inondation à partir d'une rupture d'un vaisseau. Alors, mais pour dire 80% c'est ischémique, 20% c'est hémorragique. Hein. C'est assez évident, ça on le sait. Maintenant, pourquoi des personnes en font et d'autres n'en font pas, ça dépend aussi toujours de facteurs personnels. Bien sûr qu'il y a des facteurs de risque. C'est pas n'importe quelle personne qui peut faire un AVC, mais on peut faire des malformations chez un jeune qui est en bonne santé, qui est sportive, qui n'a pas de problème de santé, mais qui a une malformation. Donc elle a un anévrisme. C'est quoi l'anévrisme? C'est un vaisseau qui devient dilaté. C'est comme un petit ballon, et ça risque d'exploser à n'importe quel moment. Et ça peut donner un AVC hémorragique. Mais il y a des facteurs de risque qui aggravent, c'est-à-dire qui augmentent le risque qu'une personne fasse un AVC. Donc il y a des facteurs majeurs, il y a des facteurs moyens, il y a des facteurs faibles. Les facteurs majeurs, qu'on connaît très bien, c'est une hypertension artérielle.
plus la personne elle est hypertendue, plus elle est maltraitée, plus elle a une hypertension qui dure dans le temps, plus elle risque de faire un AVC. Surtout les pics hypertensifs, surtout quand on a une tension normale et quand on fait un pic hypertensif, cette augmentation de la pression, c'est comme un tuyau d'arrosage. Si on augmente la pression, à un moment donné, ça risque d'éclater. Donc ça, c'est l'élément le plus important. Il y a des pathologies cardiaques comme la fibrillation auriculaire. C'est un trouble de rythme au niveau du cœur qui va favoriser la production d'athérome ou c'est comme des petits morceaux qui sont faits de graisse, de fibrine, qui vont aller du cœur. Elles vont se loger au niveau d'une artère cérébrale et ça va la boucher. Donc ça va donner un AVC ischémique. Il y a l'alcoolisme sévère, chronique, qui peut donner des AVC. L'âge, évidemment, plus on est âgé, plus on risque de faire un AVC. Pourquoi? Parce qu'on a les artères qui sont très rigides, qui sont dures, qui risquent de se thromboser ou d'éclater. Il y a les risques moyens, le diabète, parce qu'il y a un remaniement des artères. Il y a le tabagisme, c'est un élément très important pour... plus on fume, plus on risque de faire une attaque cardiaque ou une attaque cérébrale. Et c'est quoi le rapport entre fumer Alors le tabac, il va favoriser la formation d'athérome. Donc l'athérome, c'est quoi? C'est des petites plaques qui sont faites de graisse, d'éléments sanguins, de fibrine, etc., qui vont aller boucher les artères. Donc plus on fume, plus on risque d'avoir les artères bouchées. Plus on fume, on risque d'avoir une hypertension. Plus on fume, on risque d'avoir une rigidité au niveau des artères. Les antécédents familiaux, malheureusement, il y a toujours un côté héréditaire. Si on a un grand-père ou un père qui a fait un AVC, on a plus de malchance de faire un AVC. Ça ne veut pas dire que c'est automatique, c'est pas une maladie héréditaire, mais c'est qu'on a une petite tendance à avoir un AVC. Il y a d'autres risques qui sont un peu plus faibles, mais c'est qui peuvent s'associer à ce facteur de risque. L'obésité, l'hypercholestérolémie, c'est évident, parce que plus on a de cholestérol dans le sang, plus qu'on risque de faire des athéromes, donc des bouchons au niveau des artères. Les gens migraineux, ils ont plus tendance à faire des AVC. Un état dépressif, malheureusement, on trouve pas, c'est-à-dire la physiopathologie, mais on a vu que les personnes plutôt dépressives ont plus tendance à faire des AVC. Mais un seul élément, en général, ne suffit pas. C'est surtout l'association. Et c'est quoi le rapport avec la dépression et ça, je peux pas vous dire. C'est statistique. C'est statistique. On trouve pas le lien. Il faut savoir que le psychique, il joue un grand rôle. Toujours. On a vu ça quand on a fait l'émission avec la migraine. On a parlé du psychique aussi. Oui. Mais quand on est obèse, quand on a l'hypertension, ça du s'explique diabète, scientifiquement, oui. L'hypercholestérolémie, en même temps, là. Malheureusement, on a de fortes chances de faire un AVC. Mais malheureusement aussi, il y a des jeunes qui sont en très bonne santé qui peuvent faire un AVC. Donc c'est une maladie qui est très complexe. Et comment? Mais je vous ai dit, quand on a des malformations, c'est l'hérédité qu'on est avec aussi, l'hérédité, etc. Mais plus on cumule les facteurs de risque, plus on a des chances ou de la malchance surtout de faire un AVC. Alors l'AVC est là, docteur, ça attaque directement ou ça commence doucement? Quels sont les signes? Ah oui, ça c'est... Alors en général, c'est brusque. C'est pour ça on dit attaque cérébrale. Généralement, c'est comme une crise cardiaque. C'est assez brutal. Alors ce qu'on fait en général, ça dépend des personnes. Mais en général, on peut... c'est brutal, c'est rapide et c'est focalisé. Pourquoi focalisé? Parce que ça dépend du territoire du cerveau qui est touché. Si le territoire de la vision est touché, on va perdre la vue rapidement. Si le territoire de l'audition, on peut perdre l'audition. On peut faire selon la région, on peut faire une paralysie de la moitié du corps. Mais ça dépend aussi de la région au niveau du cerveau. Donc, en général, soit on perd connaissance, soit ça commence un peu plus progressivement, on va avoir une faiblesse, un engourdissement d'une moitié du corps. On peut perdre rapidement, soudainement, la vision d'un œil ou des deux yeux. On peut avoir un mal de tête très important, surtout dans les AVC hémorragiques. Donc, vous voyez que les symptômes varient selon la localisation de soit l'ischémie, soit l'hémorragie. Mais pour faire le diagnostic exact, il faut faire un scanner. Il
faut faire une imagerie. C'est là où on va faire le diagnostic. D'accord, donc c'est aussi la première cause de mortalité chez la femme. Pourquoi la femme? C'est la première cause de mortalité chez la femme devant le cancer du sein. Pourquoi? Parce que chez l'homme, on a plus tendance à faire des infarctus du myocarde, c'est-à-dire une attaque cardiaque, une crise cardiaque. Chez la femme, on a plus tendance à faire un AVC. C'est complètement statistique. Vous savez que chez la femme, il y a des troubles hormonaux. Et surtout après la ménopause, il y a la protection hormonale qui va baisser et qui va rejoindre l'homme en matière de vulnérabilité face à ce genre de maladie. C'est-à-dire une femme jeune qui a ses règles, donc une femme qui a sa protection hormonale, ça protège contre ce genre de maladie. Une fois la femme ménopausée, elle rejoint un peu l'homme qui est plus exposé à tout ce qui est cardiovasculaire. Mais bien sûr, si la femme fume, si elle est en surpoids, si elle a de l'hypertension qui est maltraitée, bien évidemment que le risque il est encore multiplié. Et c'est aussi la première cause de handicap moteur d'origine non traumatique, c'est-à-dire qui n'est pas la conséquence d'un accident chez l'adulte. Exact. Alors chez l'adulte, chez l'enfant, c'est plus des infections, c'est plus une méningite, une méningoencéphalite qui a été soit retardée par rapport au traitement, qui a été maltraitée, etc. Pour l'adulte, la première cause d'handicap avant les accidents de circulation, c'est-à-dire non traumatiques, en dehors des traumatismes, c'est l'AVC. Parce que en général, quand on fait un AVC, une partie du cerveau est touchée, on a des complications, donc un handicap, soit on n'arrive pas à bien marcher, soit on n'arrive pas à voir d'un œil, soit d'autres complications neurologiques. Parfois, si la prise en charge est rapide, si l'atteinte n'est pas importante, on peut récupérer même à 100%. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, chez une personne âgée, si l'atteinte elle est importante, s'il y a un retard diagnostique, s'il y a une mal prise en charge par rapport à la rééducation, qui est un élément très important après l'AVC, on peut garder des séquelles, donc un vrai handicap, une paralysie de la moitié du corps, ou bien une cécité, ou un autre problème neurologique. Il y a aussi des gens qui font des AVC à cause d'une mauvaise nouvelle, où ils sont choqués, ou là on touche un petit peu au côté psychique, mais ça touche aussi le cerveau. Alors, en principe, on fait plus une attaque cardiaque quand il y a un problème psychique. On fait un problème cardiaque. C'est rare, mais ça se produit aussi. Mais on peut faire un pic hypertensif. Quand on est choqué, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, ou on a un problème, on peut faire un pic hypertensif. Donc on a la tension qui est, rappelons les chiffres normaux, qui est de 12,8, donc 120-80 mm de mercure. Si on est choqué, toute personne, je parle pas des personnes hypertendues, n'importe quelle personne peut faire un pic hypertensif, faire des chiffres élevés, 22, 24 par exemple, et un vaisseau peut éclater. Un vaisseau peut éclater et donner un AVC hémorragique. C'est pour ça que ce côté soudain, c'est comme un tremblement de terre. On sait pas quand ça va venir, où ça va venir. C'est toujours en rapport. Bien sûr, si on a des facteurs de risque, le risque est plus élevé, mais n'importe quelle personne, malheureusement, peut faire un AVC. Et justement, on parle du fait que c'est une attaque. Donc, les symptômes, c'est aussi important de connaître les signes. Plutôt, on connaît plus, nous serons pris en charge, mais vous dites que ça vient subitement, c'est une attaque. Est-ce qu'il y a des alertes comme ça sur une éventuelle attaque cérébrale? Alors, on appelle ça en médecine des prodromes. Des prodromes, c'est quoi? C'est des petits signes qui surviennent avant la maladie. On a tous eu la grippe, et juste avant la grippe, on dit je sens que je vais tomber malade. C'est ce qu'on appelle des prodromes. Ça existe dans la migraine, par exemple. Les personnes qui font beaucoup de migraines, parfois ils sentent que ça va venir. C'est des prodromes. Pour l'AVC, c'est pas évident parce que ça survient le plus souvent soudainement, c'est brusquement. Mais parfois, les jours précédant un AVC, il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai mal à la tête, j'ai un mal de tête qui est inhabituel. Où se localise ce mal de tête? Ah ça dépend de la localisation du problème. Il est inhabituel. Il est inhabituel. C'est des maux de tête. Ça c'est chez certaines personnes, c'est pas tout le monde, qui ont notifié juste avant un AVC. J'ai eu un mal pendant 2 jours, 3 jours inhabituel, soit il est trop important, soit la région elle est particulière et malheureusement il faut un AVC. Mais beaucoup de personnes peuvent faire un AVC brusquement, ils étaient bien, sans aucun signe, et là ils perdent connaissance, ou ils perdent la vision, ou ils font une paralysie.
Donc à partir du moment où on a un mal de tête inhabituel, il faut en urgence consulter. Oui, en général. Parce que, et ça, toute personne se connaît elle-même. On fait tous des maux de tête. Que ce soit les migraineux ou les non-migraineux, on fait toujours, on peut toujours faire un mal de tête. Mais parfois, le mal de tête, il est inhabituel. Soit il est trop important, soit il dure dans le temps. Quelqu'un qui fait de la migraine, c'est normal. La migraine peut durer jusqu'à 3 jours. On a notre corps en vérité qui est en train de nous envoyer des messages. C'est un signal qu'il faut respecter. Donc quelqu'un qui fait une migraine pendant 2 jours, s'il fait la migraine pendant 4 jours, il faut qu'il consulte. Une personne qui ne fait jamais de maux de tête, mais elle fait un mot de tête important, il faut qu'elle consulte. Parce que ça peut être le début d'un AVC. Et j'ai oublié de parler de l'AIT. L'AIT, c'est pas l'AVC. Alors l'AIT, c'est accident ischémique transitoire. D'accord. C'est la même physiopathologie, sauf que ça dure moins d'1 heure. Ça est arrivé chez certaines personnes qui perdent la vue pendant 30 minutes. Et après, ils récupèrent sans traitement. On fait un scanner. Le scanner, il montre rien. Ça veut pas dire que c'était psychique. Ça peut être un accident ischémique transitoire. Ça veut dire que il y a un vaisseau qui a été bouché pendant quelques minutes, la personne a perdu la vue, et ça s'est débouché, c'est rentré dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle un AIT. Mais si les symptômes durent plus d'1 heure, et si le scanner, et là je reviens au diagnostic, il y a un foyer, là c'est un AVC. C'est pas un AIT, c'est un AVC. C'est clair. Alors, c'est ça le problème en Afrique, c'est que il y a des personnes qui meurent, on ne sait pas de quoi ils meurent. Il y a des personnes qui font des paralysies. On pense que c'est un AVC, mais on n'a pas la confirmation, parce que pour confirmer l'AVC, il faut faire une radiographie. Pas une radiographie banale, on fait soit un scanner, l'idéal avec injection de produits de contraste, soit une IRM, avec au mieux faire une angio-IRM. C'est quoi la différence? C'est que l'angio-IRM, c'est une IRM, mais on va injecter un produit pour visualiser tous les vaisseaux du cerveau. Et déjà, on va confirmer le diagnostic d'AVC. Ils vont nous montrer un territoire du cerveau qui n'a pas été bien vascularisé. Donc, 1, on fait le diagnostic de l'AVC. 2, on fait le diagnostic de la gravité de l'AVC. Est-ce que c'est un AVC étendu ou c'est un petit AVC? Et troisièmement, on va rechercher la cause de l'AVC. Est-ce que c'est un anévrisme, donc c'est une dilatation d'un vaisseau qui a éclaté, ou au contraire, c'est un vaisseau qui est bouché. Quand on fait l'angio-IRM, ou même l'angio-scanner, on va trouver un vaisseau qui est vascularisé jusqu'à une certaine région où il est bouché, il y a plus de sang qui part. Donc on a fait le diagnostic positif et on a fait l'étiologie, donc la cause de l'AVC. Et là, ce qu'il faut faire, parfois ça nécessite une intervention chirurgicale, et le neurochirurgien, parce que c'est le médecin qui opère le cerveau, le neurochirurgien, il va se dire, ah, c'est un AVC, telle artère a été touchée, telle artère a été bouchée, dans telle région. C'est comme quand on a un accident de la circulation au niveau d'une autoroute, ça va bloquer la circulation. Donc on sait que la circulation, elle est bloquée, tel kilométrage, elle est bloquée, et là, la police ou la gendarmerie ou la protection civile qui va déboucher cette route, c'est la même chose. Le neurochirurgien, il va se dire, ce cas va être opéré, donc c'est telle artère qui est bouchée, dans tel endroit, on va la déboucher, soit par on va voir ça dans le traitement, soit par des molécules, soit par une intervention chirurgicale. Justement, nous allons parler du traitement et de la prévention juste après cette question qui me reste. Donc, il y a docteur, il y a des progrès à faire quant aux connaissances de la population du monde et des Africains, puisque nous sommes Africains. Donc, des progrès à faire quant aux connaissances des Africains sur cette pathologie. Alors, il existe encore certaines idées reçues, comme par exemple celle qui consiste à croire qu'il n'y aurait pas de traitement de l'accident vasculaire cérébral. Eh bien, on va dire au moins un Africain sur 2 pense que c'est une fatalité et qu'on peut rien faire. De la même façon, un Africain sur 2 pense que l'accident vasculaire cérébral touche que la tête. Ça veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui n'est pas au courant que ça peut toucher le cerveau. Donc, nous avons donc des progrès à faire quant à nos connaissances, docteur. Malheureusement, c'est une pathologie qui est très lourde à prendre en charge. Pourquoi? Parce que il faut hospitaliser, il faut des soins parfois de réanimation, il faut faire en urgence un scanner, voire une IRM. Parfois, c'est une intervention chirurgicale, neurochirurgicale. Et après, quand
on traite le patient, on guérit le patient, mais il garde des séquelles, il faut faire une bonne rééducation. Et ça, c'est très lourd. C'est très lourd, même dans des pays développés. C'est très coûteux. C'est très lourd pour la famille, pour le patient, pour le système de santé. En Afrique, bien sûr, on a un retard en matière de système de santé. Donc, on a tendance à un peu baisser les bras. De dire, c'est une fatalité, tu as fait un AVC, tu es paralysé, c'est normal. Et ça, il faut lutter contre ça. Il faudrait avoir plus de moyens pour lutter contre les maladies non infectieuses, notamment l'AVC, notamment voilà. Donc pour l'information, parce qu'on fait toujours à la radio Ifriqiya FM, on fait de l'information, de la sensibilisation pour dire que on peut guérir d'un AVC sans séquelles. S'il est pris en charge rapidement, s'il est bien pris en charge, même si j'ai une paralysie des moitiés du corps, j'arrive pas à marcher, si je fais de la bonne rééducation, un bon traitement, je peux récupérer à 100%, c'est-à-dire redevenir comme j'étais. C'est pas une fatalité. Donc il faut informer la population, mais aussi donner beaucoup de moyens aux médecins. Il faut que les centres de santé aient des radiologues, des neurochirurgiens, des réanimateurs pour prendre en charge, parce que c'est une pathologie qui est très 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 lourde à prendre en charge. Malheureusement en Afrique, on a tendance à prendre ça pour une fatalité. Il a fait une crise cardiaque et il est mort, c'est normal. Il a fait une attaque cérébrale, il est mort, c'est normal, alors que c'est pas du tout normal. Et si l'on parle maintenant, docteur, du traitement, parce que comme on le sait, le temps c'est de l'argent. Eh bien, d'une façon générale, pour l'accident vasculaire cérébral, le temps c'est des neurones en moins. Donc, lorsque vous avez cette pathologie, comment traiter et après, dites-nous comment prévenir. Alors, c'est comme quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. On peut pas survivre après 4 minutes sans irrigation, sans c'est-à-dire qui arrive au niveau du cerveau. On va mourir. Donc, ce qu'il faut faire, même si je fais un arrêt cardiaque, il faut toujours connaître les soins d'urgence, tout ce qui est massage cardiaque, etc. Pour l'AVC, c'est la même chose. Il faut des soins d'urgence. Si je vois une personne qui tombe dans les pommes, c'est-à-dire qui perd connaissance dans la rue, je dois connaître des soins d'urgence, à savoir A, B, C. Donc, l'aération, donc air, breathing et cardiologie. Tout ce qui est voir si la personne elle fait un arrêt cardiaque, on fait un massage cardiaque. Si la personne ne fait pas d'arrêt cardiaque mais n'arrive pas à respirer, on va déboutonner la chemise, on va mettre la personne en position latérale de sécurité, on va appeler le secours. C'est comme pour un accident de circulation, on va pas déplacer les patients parce qu'on risque d'aggraver leurs lésions. Il faut connaître les soins d'urgence. Alors pour le traitement, il faut hospitaliser. Ça, il faut hospitaliser quelqu'un qui fait un AVC parce que il risque de mourir, il risque de faire un autre AVC. Oui. C'est ça le problème. Je peux faire un AVC, le lendemain aussi refaire un AVC, une autre artère qui va être bouchée, ou il y a une autre hémorragie. Donc, il faut hospitaliser. L'idéal, et là je parle de l'idéal, c'est des unités de soins intensifs neurologiques, ou des unités de soins intensifs neurovasculaires. Là, je suis trop gourmand. Ça existe rarement, même dans des pays développés, mais au moins des soins de réanimation. En aigu, on va faire le diagnostic, c'est-à-dire rapidement faire un scanner, faire une IRM pour voir est-ce que c'est un AVC ischémique ou un AVC hémorragique. C'est pas la même chose. Si c'est ischémique, ça veut dire il y a une artère qui est bouchée, il faut la déboucher rapidement pour récupérer ce territoire de cerveau. Il y a des médicaments, ce qu'on appelle des thrombolytiques. C'est-à-dire, c'est des médicaments qui vont déboucher. C'est comme quand on a un lavabo qui est bouché, il faut utiliser des produits pour déboucher. Sinon, ça passe pas. L'eau ne passe pas. C'est la même chose. Il faut déboucher. Parfois, c'est pas suffisant. Ça nécessite une intervention chirurgicale. Là, on va faire entrer en urgence le patient. C'est le neurochirurgien qui va traiter ça. En cas d'AVC hémorragique, ça dépend de l'hémorragie. Ça peut rentrer dans l'ordre comme ça peut nécessiter un drainage. À distance de l'épisode, il faut surveiller ce genre de patient, surtout dans les, on va dire, 48-72 heures, parce qu'il risque de refaire un AVC. Donc on fait toujours un scanner à l'entrée et un scanner après 3 jours pour s'assurer que le patient ne va plus refaire un AVC. Et puis après, quand le patient est stabilisé, on a trouvé la cause, on a traité, il faut rééduquer. Parce que il y a des personnes qui se retrouvent paralysées de tout ce qu'on appelle un hémicorps, donc toute la moitié du corps, donc le bras, la jambe, ils
peut plus marcher, il n'est pas autonome. Surtout quand ça survient chez une personne jeune, il faut faire une rééducation, c'est-à-dire refaire cette connexion entre le cerveau et les muscles, réapprendre à marcher, réapprendre à manger, réapprendre à lever la main, faire des exercices. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années. Donc vous voyez que la prise en charge, elle est très lourde. Ça va de la radiologie à la réanimation, à la chirurgie, à la cardiologie, à la rééducation. Et là, en Afrique, on doit faire beaucoup de progrès pour prendre en charge ce genre de maladies. Et j'imagine que pour la prévention, la nourriture est quelque chose de basique, d'important. Alors, si on a un problème d'hypertension, il faut traiter l'hypertension. Traiter, c'est-à-dire surveiller, voir si le traitement est efficace, avoir une bonne hygiène de vie, diminuer sa consommation de sel. Et je parle pas que des hypertendus, je parle de tout le monde, parce qu'on consomme trop de sel dans la nourriture. Normalement, on ne doit même pas ajouter de sel. L'alimentation, déjà, elle est salée. Y a des personnes qui salent un peu trop, parce que c'est leur goût. Ils sont comme ça, ils sont habitués au goût salé. Diminuer sa consommation de graisse, de sucre. Là, je répète à chaque fois, mais c'est toujours les mêmes maladies qui surviennent. Avoir une bonne activité physique. On n'est pas obligé d'être marathonien, mais avoir une activité, 30 minutes de marche par jour, ça suffit. C'est-à-dire au moins avoir une activité physique régulière, traiter les problèmes de diabète, les problèmes d'hypertension, perdre du poids quand on a un surpoids, arrêter de fumer quand on fume. Tout ça va nous donner beaucoup d'espoir pour qu'on fasse pas un AVC pendant sa vie. Merci docteur, c'était Elias Hamouk, le médecin d'Afrique FM qu'on retrouve chaque mercredi. Merci Elias, excellente écoute avec le reste de nos programmes. N'oubliez surtout pas de nous écrire vos propositions sur nos réseaux.